Bonjour à tous, bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale. On est toujours Anna et Fanny. Et aujourd'hui, on va évoquer dans un nouvel épisode gros plan Funny Girl, l'œuvre qui a fait de Barbra Streisand une star. On parlera de la pièce, de sa création à la version qui se joue actuellement au Théâtre Marigny à Paris, puis évidemment du film de 68. Mais alors déjà, de quoi ça s'agit, Funny Girl ? Alors Funny Girl, c'est une sorte de biographie très romancée d'une comédienne qui a vraiment existé, qui s'appelait Fanny Brice. Donc Fanny Brice est née Fania Bora en 1891 à New York, dans une famille juive d'origine hongroise. Dès toute jeune, elle fait des sketchs et parle avec un accent yiddish pour faire rire son entourage, accent qu'elle invente parce qu'en fait, elle ne parle pas yiddish. À l'âge de 17 ans, elle abandonne l'école pour se consacrer à une carrière dans le circuit du vaudeville et elle va alors changer son nom de Fania Bora à Fanny Brice pour s'écarter en fait de ses origines juives. Et pourtant, ce sera ce stéréotype de la jeune fille juive qui va propulser sa carrière en 1910 lorsqu'elle chantera Sadie Salome Go Home d'Irving Berlin dans une revue de Broadway. Florence Ziegfeld va la repérer et va lui offrir un contrat dans ses fameuses Follies. Fanny Brice devient donc une vedette incontournable des Ziegfeld Follies d'ici à la fin des années 10. Donc ce sont quoi ces fameuses Ziegfeld Follies ? Ce sont des revues qui se jouaient à New York des années 1900 jusqu'aux années 30, qui étaient donc produites par Florence Ziegfeld et inspirées par les Folies Bergère, on a un peu parlé de ça dans l'épisode sur un Américain à Paris. Elles consistaient en un enchaînement de numéros, certains étaient chantés et dansés, d'autres comiques, avec des tableaux souvent très élaborés, et beaucoup de stars de l'époque sont passées par les Ziegfeld Follies, Eddie Cantor, W.C. Fields, Will Rogers, Marilyn Miller, Cliff Edwards, Buddy Ebsen, etc. Et donc Fanny est une de ces grandes vedettes des Follies. En 1921, Ziegfeld va lui rapporter une chanson de France, une chanson qui s'appelle Mon homme, qui a été écrite en 1920 pour Miss Tinguette, donc autre star de revue à la française, et donc Mon homme deviendra My Man, qui deviendra la chanson emblématique de Fanny Brice. En 1936, elle va également créer le personnage de Baby Snook, personnage donc d'un bébé de 4 ans qu'elle incarne alors qu'elle a un âge adulte, dans une émission de radio qui s'appelle Ziegfeld Follies on Air. Alors j'ai trouvé ça admirable comme concept en soi, les Ziegfeld Follies à la radio. Alors que c'est très visuel. Je demande à entendre. Et donc le personnage de Baby Snooks, en fait, c'est un personnage qui va lui coller à la peau jusqu'à la fin de sa carrière, même jusqu'à sa mort. Elle figurera aussi dans quelques films, notamment un film intitulé My Man en 1924, un film muet donc, The Great Ziegfeld en 1936, Everybody Sings en 1938 aux côtés de Judy Garland et Ziegfeld Follies en 1946. Dans Everybody Sings, elle va donc faire un numéro avec la très très jeune Judy Garland et reprendre son personnage de Baby Snooks. Elles vont jouer 2 enfants et Judy fera la leçon à Snooks. Alors c'est un numéro que j'ai re-regardé ce matin en préparant l'émission, qui est vraiment très 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 gênant, hein, mais qui n'a pas la palme des numéros les plus gênants de ce film, parce que Everybody Sings, c'est aussi celui où il y a sans doute le pire numéro de blackface de Judy Garland. Il y a les petites tresses, tout ça. Et donc Ziegfeld Follies, film de 46, c'est un film à sketch qui va imiter la structure donc justement des Follies avec défilé de nombreuses stars. Et on va retrouver donc Fanny Brice à nouveau dans un numéro comique, hein, donc c'est vraiment à chaque fois des sketchs. Ici, un sketch intitulé Sweepstake Ticket, où elle incarne un stéréotype de femme juive, de genre de mère au foyer juive qui a gagné à la loterie, mais ils ont perdu le ticket de loterie. Enfin, un truc qui est vraiment pas du tout drôle. C'est vraiment un très mauvais souvenir de Ziegfeld Follies encore. Et là encore, c'est peut-être un des plus gênants du film, alors que dans Ziegfeld Follies, on a un numéro de Fred Astaire en yellowface. C'est la thématique numéro gênant. Qui est le plus gênant. Bref, en tout cas, mettons que ces 2 exemples montrent que Fanny Brice, elle est avant tout très liée à une tradition théâtrale, comique, qui s'est assez peu transposée au cinéma, ou en tout cas, ça explique qu'elle soit peut-être pas devenue une star de cinéma d'envergure, alors qu'encore une fois, c'était vraiment une très très grande star au théâtre. Du côté de sa vie privée, mais c'est une importance pour la suite, elle a épousé 3 hommes, dont Nicky Einstein, dont il sera question dans Funny Girl, et Billy Rose, dont il sera question dans Funny Lady, on va tout vous dire par la suite, et elle meurt en 1951 à l'âge de 59 ans. Alors, la pièce Funny Girl maintenant. Le pitch, c'est donc que
Ça raconte l'histoire de Fanny Brice depuis ses débuts à Broadway et sa rencontre avec le fameux Nick Arnstein. Et donc on va avoir le succès de Fanny qui va briller au théâtre dans les Ziegfeld Follies et en contrepoint la descente aux enfers de son mari Nick jusqu'à leur séparation. En ressongeant à l'intrigue, moi je me suis dit que c'était un petit peu comme Star is Born. Enfin, le côté, il y en a un qui va vraiment réussir quand l'autre va... Ouais, les trajectoires inversées, quoi. Et dans le film, alors je crois pas dans la pièce, mais peut-être que j'ai pas saisi ce moment-là, il y a un moment où il se fait appeler Mr. Brice, et on comprend combien sa réussite à elle va être une menace pour sa pauvre petite masculinité fragile à lui. Dont on va parler un peu plus tard. Et donc c'est évidemment, vous l'aurez compris, une œuvre backstage. Alors la pièce, comment ça s'est passé? Comment ça s'est monté cette pièce? Elle a été créée à Broadway en 1964 et c'était un projet du producteur Ray Stark qui était le beau-fils de Fanny Brice. J'ai trouvé ça marrant, l'idée du mec qui veut absolument faire un truc sur sa belle-mère. Oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, déjà, du vivant de Fanny Brice, il avait ce projet, mais elle avait refusé tous les scénarios. Et Ray Stark va donc empêcher la publication de l'autobiographie de Fanny Brice parce qu'il veut soumettre l'idée au studio. Personne n'en veut au début, notamment parce que Brice, elle avait gagné un procès contre la Fox en 1939 suite à un film qui s'appelait Rose of Washington Square qui était inspiré de son parcours. Donc le fait qu'elle les ait poursuivis en justice et puis en échauder quelques-uns. Finalement, Ray Stark va demander à Isobel Lennart, qui est une scénariste de Hollywood, qui est notamment la scénariste de Encore Away, Escale à Hollywood, dont on a déjà parlé, j'imagine. On l'a sûrement mentionné. Et donc, il va lui demander de retravailler le projet de film qu'elle avait, qui s'intitulait My Man, donc projet de film sur Fanny Brice, pour en faire un projet pour la scène. Alors, ce livret, il a une structure en flashback assez notable, avec une première scène où l'héroïne est une star, et elle va repenser à ses jeunes années, donc flashback. Et ensuite, à la fin, on boucle la boucle, puisque au fur et à mesure de raconter l'histoire, on revient à cette première scène. Moi, j'aime bien la blague, en tout cas dans le film, où il y a son assistante qui vient à la fin du film et qui lui dit « Ah, vous êtes resté là pendant tout ce temps !» Ouais. Évidemment, c'est tout le temps du film. Bon, sur l'intrigue, personnellement, j'ai trouvé qu'elle était relativement faible. Voilà, on a vraiment un rise to fame dans le premier acte, où Fanny devient une star un peu sans difficulté, même si j'ai bien aimé l'ironie d'un dialogue à un moment dans la pièce où Fanny dit c'est bizarre, j'ai réussi sans souffrir, normalement il faut souffrir pour avoir du succès et arriver au sommet. Il y a une espèce de regard un petit peu méta sur le genre. Ouais, elle connaît les codes du genre. Exactement. Et ensuite dans le deuxième acte on est plus concentré sur les soucis relationnels de Fanny avec son mari. En revanche, je trouvais les dialogues assez bien écrits, avec pas mal de répliques amusantes qui montrent l'esprit du personnage, son humour, etc. La musique a été composée par Jules Stein. C'est un compositeur d'œuvres assez connu, comme Gentlemen Prefer Blondes en 1949, qui a donné donc le film de Howard Hawks par la suite. My Sister Eileen, le film de 1955, dont on a parlé dans un de nos premiers épisodes. Bells Are Ringing en 1956 ou encore Gypsy en 1959. Les paroles sont, elles, de Bob Merrill. Il est également à noter que Stephen Sondheim avait participé au projet, enfin devait participer au projet initialement. Oui, il avait écrit les paroles de Gypsy, donc il avait déjà travaillé avec Jules Stein en fait. Mais en fait, il s'est très vite désisté car il était opposé au choix de Mary Martin, qui devait alors jouer Funny Girl. Bah, Sondheim, il disait qu'il fallait une fille juive en fait pour jouer ce personnage. Moi, j'avais lu qu'il avait trouvé que Mary Martin faisant l'accent yiddish, ça serait forcément caricatural. Bah, Mary Martin, pour rappel, c'était une actrice très connue sur scène, on l'a pas vue au cinéma, ou très peu, mais elle avait joué notamment, elle a créé le rôle de Maria von Trapp dans La Mélodie du Bonheur. Et elle a joué aussi dans Peter Pan Oui, tout à fait, la version où Peter Pan est joué par une femme. C'est pas tout à fait, on va dire, le même type que le personnage de Fanny Brice. Non, effectivement. Du côté de la mise en scène, donc c'était Jerome Robbins qui était metteur en scène au début, puisqu'il y a eu apparemment Robbins, puis Bob Fosse quelques jours, encore lui, Garson Kanin, puis on aurait à nouveau réembauché Robbins pour superviser la mise en scène et la chorégraphie. Mais Garson Kanin est quand même crédité comme metteur en scène, donc c'est un peu étrange. Un peu flou. Mais apparemment, Barbra Streisand ne s'entendait pas spécialement avec Garson Kanin et c'est elle qui a demandé que Robbins revienne pour superviser tout ça. C'est marrant parce que quand on parle de West Side Story, on avait plutôt dit que Robbins il s'entendait avec personne et il était horrible. Mais Barbara, elle, ça lui va. Apparemment, elle a assez de poigne pour pas se laisser faire par Jerome Robbins. Et les chorégraphies sont signées de Carol Haney, dont on a déjà parlé plusieurs fois dans le podcast. Et donc, bien sûr, le rôle titre, la star de cette œuvre,
C'est Barbra Streisand. Alors, c'était pas tout à fait une inconnue quand même à l'époque, parce qu'elle avait été déjà nominée aux Tony Awards pour I Can Get It For You Wholesale, un musical de 1962. Elle avait fait de nombreuses apparitions à la télévision, notamment dans le Judy Garland Show, par un medley qu'on a revu dans Glee plus tard, un medley, donc Happy Days Are Here Again et Get Happy. Super numéro à voir sur YouTube entre les deux chanteuses. On mettra le lien. Elle avait également sorti déjà 2 albums au nom très inventif. Je crois que c'est The Barbra Streisand Album et The Second Barbra Streisand Album. J'avais lu ça m'avait fait rire. Et le premier des albums a eu 2 Grammy Awards. Donc voilà, elle avait quand même quelques titres de noblesse, on va dire, à son actif lorsqu'elle est castée pour le rôle. Pour ce rôle avait été également envisagé donc Mary Martin, mais aussi Anne Bancroft, Carol Burnett et Shirley MacLaine. Alors donc c'est une œuvre qui va ouvrir à Broadway fin mars 1964, après 41 versions différentes de la fin et des previews, comme d'habitude, à Boston, puis à Philadelphie, et donc ensuite ouverture à Broadway. C'est un immense succès pour Barbra, elle devient star instantanément. Le soir de la première, alors là c'est les légendes, on ne sait jamais si c'était vrai, on n'était pas là, mais apparemment il y aurait eu 23 rappels pour elle, et elle fait la couverture du Times et de Life la même semaine. Et elle a continué à jouer Fanny Brice, puisque elle a aussi joué sur le West End quand la pièce a ouvert là-bas en 66. Ce qui est assez rare, non ? Que quelqu'un... Que le comédien se transfère, entre guillemets, avec la pièce. Production. Enfin... Des fois, c'est ça au début, mais après, ils s'en vont. Ou des fois, les gens de la tournée. Enfin bref, on s'éloigne du sujet, mais... La pièce a été nommée 8 fois au Tony, mais n'en a gagné aucun, puisque cette année-là, tout est raflé par Hello Dolly. Hello Dolly, rôle que Barbra Streisand incarnera au cinéma en 69, soit 1 an après le film Funny Girl. De manière totalement absurde, parce qu'elle était beaucoup trop jeune pour le rôle de Dolly. Enfin, c'est toujours aberrant. Ouais, on voit maintenant, on nous a annoncé récemment que Dolly allait être jouée par Imelda Staunton, qui a bien 60 ans. Mais dans le film, en 69, c'était Barbra Streisand, toute jeune. Bon, mais c'était une star, alors écoute, elle peut jouer tous les âges. Donc pas de Tony pour Barbra cette année-là, mais en 1970, elle obtient un Tony Award d'honneur, donc sans doute dû à cette performance non récompensée pour Funny Girl. Nick Arnstein, quant à lui, était incarné par Sidney Chaplin. Donc, comme son nom l'indique, Sidney Chaplin est le fils de Charlie Chaplin, qui a été un acteur assez prolifique au cinéma et au théâtre. Il a notamment eu le Tony Award du second rôle masculin en 1957 pour Bells Are Ringing. Alors, j'ai lu qu'il était trop méchant avec Barbra sur scène. Il lui disait des insultes, notamment qu'elle était vulgaire, et que du coup, il a été remplacé en juillet 65, mais en toute discrétion, puisque donc on lui a payé l'engagement jusqu'en avril 66 pour éviter scandale ou procès, mais on a dû s'en débarrasser parce qu'il était trop méchant. Salaud. Maintenant, parlons des chansons, des numéros, parce qu'il y a quand même un certain nombre de chansons qui sont très connues dans cette œuvre. Certains numéros se déroulent sur scène, donc dans la tradition du backstage, ce sont des spectacles dans le spectacle. D'autres, pas du tout. Il y a donc quelques grands classiques qui sont plutôt les chansons non backstage, qui vont exprimer les sentiments des personnages. Donc vers le début de la pièce, on a I'm the Greatest Star, très connu. C'est une I Want song, où l'héroïne exprime ses aspirations, mais c'est presque pas du I Want en fait, c'est du I Am. Elle a déjà décidé qu'elle était une star, c'est même plus d'aspiration, c'est le cas, et donc il y a aucun doute. Elle sait déjà qu'elle a ce qu'il faut pour y arriver, quoi. Autre grand classique de cette pièce, la chanson People. Donc en fait, c'était une chanson qui avait été enregistrée par Barbra à Columbia Records, donc qui était son label, avant que le musical n'arrive à Broadway. Donc une stratégie qui sort la chanson avant que la pièce n'ouvre. Ça a été un grand succès populaire, et d'ailleurs certains metteurs en scène trouvent que ça ralentit l'action, parce que bon, c'est vrai que dramatiquement, elle n'a pas forcément de... Oui, mais c'est bien, elle exprime... quelque chose sur les personnages et tout, ça approfondit un peu, quoi. Mais en tout cas, tout metteur en scène qui voudrait y échapper ne peut pas, parce que c'est tellement un tube qu'il est les gens obligé hurleraient. De la conserver. C'est sans doute d'ailleurs presque la plus connue du répertoire de Barbra Streisand, je trouve. Enfin, parmi les plus connues. Voilà, parmi les plus connues, c'est sûr. Autre chanson assez connue, c'est You Are Woman, I Am Man, qui est un duo donc, de séduction entre Fanny et Nick. Et énorme classique également, c'est Don't Rain on My Parade, qui est à la fin du premier acte. Et dans Don't Rain on My Parade, il y a un écho musical de quelque chose qu'on entendait déjà dans I'm the Greatest Star, le moment One shot, one gunshot, and bam. Et dans la tradition classique de la comédie musicale, on a aussi une reprise à la fin de la pièce, pas du film, de Don't Rain on My Parade, pour exprimer le personnage qui repart de l'avant.
C'est une chanson qui a été reprise plusieurs fois, notamment dans Glee. Cette seule chanson dans Glee, elle est chantée 3 fois. 2 fois par le personnage de Rachel, 1 fois par le personnage de Santana. Oui, d'ailleurs, dans Glee, Funny Girl a une place assez importante. C'est la comédie musicale préférée de Rachel. Dans la saison 4, elle va passer les auditions pour un revival de Funny Girl et elle finit par être castée au début de la saison 5. Plusieurs autres chansons de Funny Girl sont interprétées dans Glee. On a I'm the Greatest Star par Kurt dans la saison 3. You Are Woman, I Am Man par Rachel et un certain Paolo qui est son partenaire quand elle répète Funny Girl. People, dans cette même saison par Rachel, dans un contexte de répétition également. Who Are You Now, qui était un duo entre Rachel et Sue. Il y a des trucs dont je me souviens absolument pas. C'est fou ça. J'ai tout vérifié. Et il y a aussi 2 chansons du film qu'on entend dans la série. Funny Girl, chantée par Shelby, donc interprétée par Idina Menzel en saison 1. Et My Man, en saison 2, par Rachel, encore elle. Il y a un truc de tradition de la Jewish Girl entre Rachel et le personnage de Fanny Bryce. Aussi entre le côté la fille qu'on suppose être underdog, complètement mise à l'écart, pas dans les canons de beauté, genre soi-disant, mais encore une fois dans la série, et qui pourtant au fond d'elle est convaincue qu'elle est une star. Donc c'est sûr que c'est dès le début, je pense que dès le tout début, l'adéquation entre Rachel et Fanny Bryce c'est posé, et après il file ça pendant toute la série. J'avais oublié le fait qu'elle reprenait le rôle, que c'était son rêve et tout ça. On a un peu oublié Glee. Enfin, surtout les saisons 4, 5, 6. Peut-être qu'il faudrait bientôt se consacrer à Glee. Hein. Pourquoi pas une table ronde? On dit ça comme ça. Il y a d'autres numéros qui sont également notables, ou marquants en tout cas, pour des raisons plus ou moins bonnes. Moi j'ai bien aimé le duo entre la mère et l'ami d'enfance de Fanny. Déjà c'est original, un duo entre un jeune homme et une femme âgée, c'est pas si fréquent que ça. Voilà, ça s'appelle Who Taught Her Everything She Knows. Il parle de Fanny en disant chacun son tour, c'est moi qui lui ai tout appris. Autre numéro, c'est His Love Makes Me Beautiful. Donc là, c'est vraiment un pastiche de numéro de Ziegfeld Follies. Que j'ai trouvé assez convaincant, en tout cas dans la version qu'on vient de voir à Marigny, on y reviendra, le côté Follies, je me suis tout de suite dit que les costumes, l'escalier, c'était bien... Il y avait une reconstitution, complètement. Il y a également Sadie Sadie, qui est une chanson qui décrit la vie de femme mariée. Elle a un aspect ironique assez rigolo, puisque donc c'est Fanny qui chante ça à ses amis, il y a plein de gens autour d'elle quand elle est dans sa maison au début de l'acte 2. Et c'est assez amusant ce texte parce que Fanny au contraire elle rentre pas dans ce stéréotype de femme au foyer parfaite qu'elle est en train de décrire quoi. Outre être une référence à un numéro donc célèbre de Fanny Bryce, c'est aussi une référence dans l'intrigue à la fameuse fille mariée Sadie qui est la fille d'une des amies de sa mère et donc qui toujours la ramène en disant ma fille qui est mariée nanana. Et en fait du coup Fanny elle montre combien elle correspond pas à cet idéal matrimoniale qui est pourtant encouragée par le milieu d'où elle vient, mais qu'en fait c'est sans doute pour le meilleur, parce que comme tu le disais, c'est ironique et elle sait qu'elle y correspond pas, quoi. Alors il y a un numéro assez étrange, c'est Find Yourself a Man, où les proches de la mère de Fanny l'encouragent à trouver un homme, puisqu'elle est divorcée. C'est un peu particulier parce que c'est jamais plus évoqué dans la pièce, elle se trouve pas spécialement de man. Elle cherche pas spécialement. Ouais, c'est vraiment, ça sort de nulle part, et là pour le coup, dans le genre chanson qui n'apporte rien à l'intrigue, bon. Et numéro très très bizarre, c'est Ratatat, numéro très patriotique, donc tout d'un coup on situe la pièce dans le temps puisque ça se passe pendant la Première Guerre mondiale, on suppose. Où l'héroïne apparaît en soldat. C'était très bizarre et un peu gênant. Même si le numéro de claquette collectif est assez impressionnant, en tout cas dans la version qu'on a vue au Marigny, ça rendait très bien. Mais c'est vrai que c'était, je sais pas. Ouais, il y a quelque chose d'un peu bizarre dans son costume. Mais j'ai regardé du coup d'autres versions du numéro sur internet et parfois, apparemment, c'est juste un numéro patriotique. Où elle est pas, elle, déguisée, elle est habillée différemment, mais pas spécialement déguisée en allemand. Oui, parce que là, c'est ça, et puis elle imite un accent allemand et tout. Pour le coup, dans la version que j'ai vue, elle imitait aussi un accent bizarre, mais pourtant, en termes de costume, elle était comme les autres. Elle était aussi en robe, quoi. C'était un peu bizarre. Oui, on se demande un peu ce que ça veut raconter. Ouais. C'est un spectacle dans le spectacle, hein, mais c'est vrai que c'est un peu... c'est genre un numéro germanophobe, sur... oui, complètement, ouais. Donc je pense que c'est juste que ça essaie de pasticher en mode, ça devait être le type de numéro qui doit avoir du succès à l'époque. Je sais pas. Ouais, j'imagine. C'est comme aujourd'hui quand tu vois dans les Macaroni Judy Garland
quand ils font des blagues sur Hitler, qui est le Führer, et tout ça, il y a des trucs... c'est compliqué de faire ce genre de blague aujourd'hui, mais du coup, à l'époque, c'était le contexte, quoi, je sais pas. Ouais, c'est pour ça, je pense que du coup, nous, on le reçoit avec un peu de circonspection. Bien sûr, c'est ça, ouais, bien sûr. Alors, il y a eu d'autres productions après, mais pas tant que ça, finalement. Ben oui, pas vraiment, en fait. Depuis la production originale, il y a quasiment pas eu d'autres productions. Il y a, à ma connaissance, pas eu de revival à Broadway. Alors, en fait, j'ai lu dans un livre que un revival était en préparation, enfin était prévu pour 2012, mais du coup j'ai pas l'impression qu'il ait eu lieu. Et je me disais aussi que c'était peut-être pour ça que dans Glee c'était tant big deal qu'il monte Funny Girl, parce que ça doit être une œuvre qui est connue pour n'avoir été interprétée que par Barbra. Ça c'est quand même assez rare aussi, le fait que t'as les deux versions, enfin la version originelle et celle qui transfère à Londres qui sont faites par la même interprète, et après plus le film, personne, quoi. Plus le film. C'est fou, quoi. Ouais, oui, elle est vraiment... Elle a vraiment fait pipi tout autour de Funny Girl. Et dans le West End, il y a eu un revival, pour le coup, en 2016. Version que tu as vue, donc, Fanny. Tout à fait. Donc, le rôle de Fanny Brice était joué par Sheridan Smith. Et chose étonnante, Sheridan Smith était là lorsque j'ai assisté à leur représentation, parce que j'ai l'habitude de jamais voir les titulaires du rôle, mais toujours les doublures. Alors moi je la connaissais pas, mais apparemment c'est une très grande star au Royaume-Uni, à la fois parce qu'elle a joué dans plusieurs comédies musicales et qu'elle a eu des récompenses, elle est titulaire de 2 Olivier Awards, mais aussi sans doute surtout parce qu'elle joue à la télévision et elle a aussi été récompensée pour ses rôles dramatiques à la télévision. Elle a même été, figure-toi, en 2015, faite officier of the Orders of the British Empire, OBE, quelque chose, je pense, comme notre chevalier des arts et des lettres, c'est dire, en tout cas, si elle doit être reconnue au Royaume-Uni. En tout cas, moi, je ne la connaissais pas, j'ai trouvé qu'effectivement, elle était très convaincante dans le rôle et qu'elle chantait très bien. Il s'agissait d'une très belle production, un grand soin apporté aux costumes, mais pour le coup, je pense un décor assez minimaliste, dans les souvenirs en tout cas que j'ai. Et alors, en re-regardant le programme juste avant d'enregistrer l'émission, Anna m'a fait remarquer, parce que moi je ne m'étais même pas aperçue, que le livret avait été un petit peu modifié pour cette version londonienne par Harvey Fierstein, dont on vous a déjà parlé, parce que c'est un comédien et librettiste très connu de Broadway. Voilà, l'auteur du Revised Book. Donc voilà, l'intrigue a dû être modifiée. L'embêtant, c'est que moi, je me souviens pas en quoi. Donc on pourra pas vous dire en quoi ça a été modifié. Mais en tout cas, l'intrigue, dont je me souvenais assez mal à l'époque, quand j'ai vu la pièce, m'a moins choquée à Londres qu'à Paris. On va y revenir sur ce point. Donc peut-être que c'est lié à cette version modifiée, ou peut-être que c'est lié au fait que là, c'était pas surtitré, donc j'ai moins tout compris qu'en Paris. Oui, du coup, on n'a pas vraiment pu trouver l'info de quelles avaient été les modifications apportées par Harvey Fierstein au livret, donc... À creuser. Voilà. L'autre version de Funny Girl qui a été produite, quand même, disons-le, c'est donc la version du Théâtre Marigny, qui a ouvert début novembre, et qui est un succès, qui est un spectacle qui va être prolongé jusqu'en mars 2020. Alors cette version du Marigny, elle est apparemment très fidèle à la version originale de Funny Girl, c'est-à-dire celle qui a ouvert en 64. Donc, elle reprend toutes les chansons, en fait, la songlist de la version originale, et non celle des quelques nouvelles versions qui étaient un peu modifiées, notamment la version de Londres, où il n'y avait pas exactement les mêmes chansons. Certains numéros n'y étaient pas, d'autres étaient rajoutés. Il y a eu aussi des versions où il y a eu des ajouts par rapport au film, c'est-à-dire des chansons qui ont été écrites pour le film, ou qui étaient présentes dans le film, qui ont été rajoutées à ces versions. Ce n'est pas le cas au Marigny, on a la songlist originale. Et donc, on imagine aussi le livret original. Et donc, dans cette version du Théâtre Marigny, le rôle de Fanny Brice était tenu par Cristina Bianco. Alors, Cristina Bianco, c'est une actrice américaine qui est connue principalement pour sa persona comique, puisque c'est une imitatrice, en fait, à l'origine, qui a eu beaucoup de succès. Moi, je me souviens l'avoir vue il y a déjà un paquet d'années sur YouTube, voilà, des extraits de ses concerts où elle imite toutes les grandes divas de la pop et de la comédie musicale, comme Céline Dion, Julie Andrews et Barbra Streisand. Je l'ai trouvée très très bien, très à l'aise en effet dans le registre comique, mais aussi très émouvante et très sensible, et qui parvenait à passer d'un registre à l'autre de manière impressionnante en fait. J'ai vraiment trouvé très bien. C'est rigolo parce qu'elle est toute petite, j'ai vu qu'elle faisait à peine plus d'1m50, et qu'ils avaient casté pour faire le contrepoint dans l'ensemble des filles vraiment très grandes, donc il y avait un truc, c'était très très comique. Ça, c'est quand même des géantes toutes les autres. Oui, c'est impressionnant.
Moi, je me suis dit que de manière générale, je trouvais que Cristina Bianco, elle limitait pas trop Barbra Streisand, alors que bon, ça aurait pu être tentant, Parce qu'elle sait est le faire. spécialiste des imitations, mais du coup, il n'y a pas trop cet effet de mimétisme, parfois un peu trop exagéré. Ce qui m'a aussi beaucoup plu, c'est les costumes et les décors qui sont de Peter McIntosh, qui sont donc très beaux, très abondants. On a plus de 150 costumes et 20 changements de décors. Alors moi, j'étais vraiment impressionnée par le nombre de changements de costumes de Fanny. Oui. J'ai eu l'impression qu'elle se changeait à chaque scène. Et apparemment, il y a quand même une quinzaine de costumes pour son seul rôle à Fanny Brice. Et d'ailleurs, elle se changeait aussi à des moments où je trouvais que c'était pas forcément nécessaire. Ouais, je suis d'accord. C'était un peu too much. Et alors j'ai l'impression, mais là c'est peut-être juste dans ma tête, qu'ils sont restés très proches de la garde-robe du film, donc peut-être aussi de la pièce originale, notamment dans l'emploi des tons violets et mauves. Et en regardant le programme là, de la version de Londres, j'ai vu qu'elle avait encore une robe mauve à un moment, donc j'imagine que c'est ce que portait Barbra Ouais, ça va être emblématique. Ça doit être vraiment emblématique parce que cette constance vraiment dans les costumes, c'est quelque chose qu'on peut facilement réinterpréter, les costumes, tu vois, d'une production à l'autre. Donc voilà, ça m'a marqué. Alors, on voulait aborder un gros morceau, c'est en fait le propos de la pièce, qui nous a posé question, qui a été l'objet ensuite de discussions intéressantes avec nos amis avec qui nous sommes allés voir la pièce après la pièce. Voilà, je crois que Fanny et moi, on est assez d'accord pour dire que c'est un peu problématique. Et j'ai cherché sur internet parce que vous savez depuis l'épisode My Fair Lady que beaucoup de gens trouvent que My Fair Lady est misogyne et que moi je suis pas d'accord, et voilà, j'ai expliqué pourquoi, vous pouvez aller l'écouter. Et je cherchais, je me disais mais il y a bien des gens qui trouvent que Funny Girl c'est quand même un peu misogyne, etc. Et j'ai pas trouvé tant que ça, et je pense qu'il faut en parler. Oui, parce qu'on a vraiment un changement de cap entre le premier et le deuxième acte. Hein. Le premier acte, c'est vraiment sur le fait qu'elle veut faire carrière, et elle dit, alors que, encore une fois, tout le monde lui fait des injonctions au mariage, hein, notamment de la petite communauté d'où elle vient, et elle dit, la quête de l'amour, c'est vraiment secondaire, voilà, moi je me concentre sur ma carrière. Et là, au deuxième acte, avec la chanson pivot du coup d'Audrey dans My Parade, c'est changement de cap total de Fanny qui ne se concentre que sur sa vie amoureuse. Et il y a un truc, c'est-à-dire que dans le deuxième acte, Nick commence à faire un peu n'importe quoi, il va faire des affaires qui marchent pas, il va même jusqu'à faire des choses illégales, et on a un moment où quasiment tous les personnages, y compris l'héroïne elle-même, expliquent donc à Fanny, à l'héroïne, que c'est sa faute si son mari fait n'importe quoi, s'il est devenu un escroc et s'il a dilapidé sa fortune. Là, vraiment, j'ai du mal à voir en quoi la pièce a du recul sur ce propos ou tient un propos autre. C'est-à-dire que, évidemment, j'ai rien contre montrer dans une œuvre des personnages qui soient misogynes, qui soient cruels, qui soient violents, qui soient négatifs, sinon ça n'aurait aucun intérêt. Mais quand rien dans l'œuvre ne vient contrecarrer, je sais pas, moi ça me pose question, quoi. Et notamment, dans cet ordre d'idées, la scène qui m'a vraiment choquée, c'est la scène où la mère de Fanny vient lui dire que c'est sa faute, si son mari fait n'importe quoi. Je l'ai trouvé assez choquante, parce qu'on a vraiment l'impression qu'on est censé être d'accord avec la mère, qui jusque-là est un personnage qui est quand même assez sympa. Oui, tout à fait, parce qu'on pourrait aussi dire qu'on est face à un stéréotype assez courant, en fait, de la mère juive abusive, qui va totalement vouloir contrôler la vie de sa fille, mais à aucun moment c'est épinglé comme tel par la pièce. Contrairement à Crazy Ex-Girlfriend, par exemple. Par exemple. Donc voilà, il y a quelque chose qui m'a... Moi, ça m'a un peu perturbée d'entendre tous les personnages dire à cette femme que c'était sa faute si son mari, voilà, parce que, je sais pas, elle l'émasculait, ou parce qu'elle avait plus de succès que lui et que c'est insupportable pour un homme. Enfin, il y avait quelque chose où, comme rien dans la pièce ne me semblait aller contre ce propos, j'étais un petit peu perplexe. Nous, on a envie de lui dire, mais non, Fanny, c'est pas de ta faute, c'est juste un gros con. Bah ouais, on a vraiment envie de lui dire ça, de hurler dans la salle. Hey moi, je connaissais pas bien la pièce avant de la voir, en dehors de quelques chansons. Et par exemple, Don't Rain on My Parade, j'étais un peu déçue de voir le contexte dans lequel elle est chantée, parce que je pensais que c'était une chanson d'empowerment, genre je vais faire ma vie, je vais choisir mon existence, je vais choisir ma carrière. En fait, c'est juste le moment où elle dit bon, finalement, ma troupe et ma carrière, c'est pas important, je vais aller chase ce mec que j'ai rencontré. Je sais pas, ça m'a perturbé que ça soit... Qui lui a même pas demandé de venir. Je m'attendais pas à ce que ça soit ça le thème de cette chanson. Bah, c'est normal aussi, parce qu'on va dire dans les reprises de la chanson, ou même encore une fois dans la façon dont on l'utilise, par exemple en cours de comédie musicale, c'est typiquement classé dans les power ballads, enfin là, dans les trucs d'émancipation féminine, tout ça. Mais non. Et en fait, c'est vraiment le changement de contexte, et je pense la postérité de la chanson après qui a fait qu'on oublie ce que ça veut dire au début, alors que bon,
Elle dit quand même Nick Arnstein, Iraya, mais moi c'est vrai que... Je sais pas, moi je croyais que c'était un producteur, Nick Ouais, Arnstein. mais ouais, ou qu'il y a un côté défi en fait. Je suis là, et pas genre, je suis là, je viens, je suis disponible, mais je suis là, genre je m'affirme. Ouais, exactement. Non, c'est assez perturbant. Enfin, en fait, de manière générale, j'attendais, mais bon, peut-être que c'est moi qui avais des attentes qui n'étaient pas celles de la pièce, hein, mais j'attendais un truc sur un parcours de femme qui devient ce qu'elle veut être en dépit de l'adversité. Et au final, j'ai l'histoire de comment une femme ne peut pas être à la fois célèbre, riche et avoir une vie amoureuse heureuse. Et même à un moment, je me suis dit, c'est presque un peu insultant pour la vraie Fanny Brice, en fait. J'en sais rien, ça se trouve, c'était ça sa vie, mais ça m'a... Je sais pas. Ouais, non, je comprends, je suis assez d'accord. Dans un registre plus léger, il y a toujours la question qui m'amuse et m'agace à la fois, c'est le truc de la fausse moche. C'est-à-dire, on nous fait croire que l'héroïne n'est pas belle, et qu'elle est vraiment trop laide, à la fois pour faire carrière dans le show business, et à la fois pour trouver un mari, alors que genre non, quoi, enfin... Barbra Streisand, non, elle est pas juste pas laide du tout, et voilà, c'est une tradition qui se perpétue, on nous fait le même coup, comme tu disais, avec Rachel Berry dans Glee, on nous fait le coup dans plein de teen movies, enfin dans tout, et moi je suis un petit peu agacée par ce cliché, genre elles sont pas moches, il y en a aucune qui est moche. Ouais. Et enfin, des fois, c'est carrément ridicule. Enfin là, quand Christina Bianco, elle dit non, mais ça pose problème que je chante cette chanson, on est genre, mais pourquoi? Enfin, on comprend pas. Moi, c'est ça qui me pose vraiment en question. Ça m'a fait penser à Natalie Wood en portoricaine dans West Side Story. Moi, quand j'étais petite, je comprenais pas le film parce que je comprenais pas qu'elle appartenait aux Sharks. Enfin, quand tu castes quelqu'un qui correspond à ce point pas au rôle, bah, je sais pas, tu perds le spectateur, en tout cas le spectateur le plus enfantin. Non, mais complètement. Je suis d'accord. Alors, dans les petits trucs positifs que j'avais notés comme ça en passant, j'ai bien aimé le personnage du meilleur ami de Fanny, donc que j'ai mentionné tout à l'heure, qui est quand même un petit peu amoureux d'elle, tout ça, mais je sais pas, il est charmant, enfin en tout cas le comédien qui jouait à Marigny était chouette, et leur relation est assez touchante, voilà, j'aime bien les amitiés hommes-femmes, c'est assez peu fréquemment représenté pour que ça me fasse plaisir. Se pose aussi la question de la représentation de la judéité du personnage. Alors là, une autrice qu'on aime beaucoup toutes les deux, qui s'appelle Stacey Wolf, dans un livre qui s'appelle A Problem Like Maria, avait souligné donc la judéité du personnage de Fanny Brice et du milieu dans lequel elle évolue, et souligné en fait sans être vraiment nommée. Par exemple, lorsque, pour se vendre auprès d'un producteur, Fanny dit qu'elle est un bagel au milieu d'une assiette de onion rings, donc la référence aux juifs, on va dire au bagel, quand il est fait référence à son nez supposément trop long, hein, donc évidemment le long nez mis en avant par la rhétorique antisémite, on a, voilà, on va dire des pointes d'allusion à la judéité sans que vraiment ce soit central. Il y a juste dans la chanson You Are Woman, I Am Man, elle dit à un moment « Would a convent take a Jewish girl ?» Donc est-ce qu'une fille juive peut aller au couvent? Et c'est la seule fois qu'on entend le mot Jewish, en fait. À présent, nous allons parler du film, donc de l'adaptation en comédie musicale de la version scénique, un film qui date de 1968. Alors, c'est un film qui s'inscrit dans la lignée des grosses comédies musicales cinématographiques produites dans les années 60. On en a parlé plusieurs fois de cet énorme trend qu'il y a eu dans les années 60. Donc c'est un film très long, 2h35, avec un entracte, voilà, une grosse production, quoi. Il est réalisé par William Wyler. Alors, William Wyler, c'est un cinéaste très prolifique, qui a réalisé plein de films de genres très différents, mais qui n'a pas fait d'autres comédies musicales que celle-ci. Il a notamment beaucoup tourné avec Audrey Hepburn, notamment Vacances romaines, qui est le film qui révèle Audrey Hepburn en 1953. Ils étaient très proches, William Wyler et Audrey Hepburn. Il a aussi réalisé notamment Ben-Hur en 1959, film pour lequel il reçoit son 3e Oscar du meilleur réalisateur et également celui du meilleur film. Il a commencé sa carrière à la fin du muet, et en fait au moment de Funny Girl, il avait déjà 66 ans. Funny Girl est son avant-dernier film. Apparemment, le réalisateur Herbert Ross aurait également été appelé en renfort pour les numéros musicaux, encore une fois parce que Wyler n'avait jamais filmé de comédie musicale. Plusieurs autres réalisateurs ont été envisagés, des réalisateurs plus jeunes, Mike Nichols, George Roy Hill et Sidney Lumet. Ce dernier avait même travaillé sur le film pendant 6 mois avant de partir pour les fameuses Creative Differences. Et également, Gene Kelly a été considéré comme réalisateur. Il a réalisé l'année d'après Hello Dolly avec Barbra Streisand. Barbra qui reprend ici son rôle. Alors, c'était pas encore gagné, hein, puisque en dépit de son succès sur scène, on aime toujours au cinéma donner le rôle à des vedettes de cinéma. C'était Shirley MacLaine qui était la préférée des producteurs, et donc c'est Ray Stark qui est intervenu auprès des studios pour qu'on donne sa chance à Streisand. Et ce que fera Stark, en fait, c'est qu'il va proposer le rôle à Barbra à condition qu'elle accepte un contrat de 4 films
qu'il financerait. Donc une espèce de package deal où elle devrait apparaître dans 4 de ses films. Ces films sont The All on the Pussycat en 70, The Way We Were en 73 et Funny Lady en 75. Elle a eu un Oscar pour ce rôle. En recevant son Oscar, elle va s'adresser à la statuette de l'Oscar en lui disant « Hello, gorgeous », qui est la première réplique du film et de la pièce, une réplique devenue culte. Oscar qu'elle obtient, il me semble, ex aequo avec Katharine Hepburn. Le film remporte également 2 autres Oscars pour la musique et le son, ainsi qu'un Golden Globe. C'est un gros succès de box-office, ça coûtait 8 millions, rapporte 3 fois plus. Et une des dernières comédies musicales à avoir un tel succès à l'époque, à la fin des années 60, puisque Hello Dolly, en 69, sera un total bide. Omar Sharif tient le rôle de Nick Arnstein, avait été également envisagé Frank Sinatra et Sean Connery. Donc Omar Sharif, un acteur égyptien qui a eu une carrière internationale, notamment grâce à Laurence d'Arabie de David Lean en 1962, et en tout cas qui était connu de moi, j'avoue, surtout pour la pub Tiercé Magazine. Les courses, c'est ma grande passion. Et d'ailleurs, et non, le tiercé, c'est mon dada, qui est de Guy Lux, un mythe s'effondre quand j'ai vérifié ça. J'ai lu aussi qu'apparemment ça avait tiqué un petit peu en Égypte quand les photos promotionnelles de Funny Girl avaient commencé à circuler, donc où on voyait un Égyptien avec une juive dans le contexte de la guerre des 6 jours qui oppose Israël à l'Égypte à la même période. Mais je crois que ça a tiqué aussi à Hollywood, parce que les États-Unis étaient du côté d'Israël dans cette guerre. Et il y a eu un moment où ils ont failli finalement ne pas embaucher Omar Sharif, et je crois que Ray Stark et Barbra Streisand ont dit no way que vous viriez Omar Sharif. Barbra a dit je le fais pas s'il reste pas. Enfin, il y avait un truc comme ça. Petit focus sur l'adaptation. Vous commencez à connaître nos habitudes, mes habitudes en l'occurrence. C'est une adaptation très fidèle dans le premier acte, presque identique. Mais ensuite, on a un ajout à mon avis très important, et qui par rapport à tout ce qu'on a dit sur le propos de la pièce, fait que le film est beaucoup moins problématique que la pièce pour moi. On a des scènes entre le moment où Fanny s'enfuit pour retrouver Nick, donc quand elle chante Don't Rain on My Parade à la fin du premier acte, et le moment où ils se sont mariés, qui dans la pièce est le début du deuxième acte. Dans la pièce, il y a une énorme ellipse où elle le rejoint et hop, ils sont mariés au début du deuxième acte. On sait même pas s'il a été content qu'elle vienne en fait, tout simplement. Ouais, on n'a aucune réaction, alors que dans le film, après Don't Rain on My Parade, on voit la réaction de Nick lorsque Fanny arrive. On les voit discuter, ils envisagent de se marier, ils discutent, est-ce qu'on va se marier ou pas. On la voit le regarder jouer au poker, donc commencer à comprendre quelles sont ses habitudes de vie, etc. Pour moi, c'est très important en fait ces moments, parce que ça permet d'incarner le couple, d'avoir une meilleure vision de leur relation. On comprend pourquoi ils s'aiment. Enfin, il y a quelque chose qui dans la pièce manque un peu, je trouve. Je suis tout à fait d'accord, parce que moi, vraiment, quand j'ai vu la scène d'après Don't Rain on My Parade, je me suis dit, en fait, c'est une bonne idée qu'elle y aille, parce qu'effectivement, ils ont l'air très complices, ils ont l'air amoureux, alors que dans la pièce, on a vraiment l'impression qu'elle part au casse-pipe. Enfin, dès le début, on a l'impression qu'elle fait une connerie, je trouve. Exactement. Et du coup, ça, pour moi, ça permet d'incarner beaucoup plus, d'avoir plus d'attachement au personnage masculin, qui quand même dans la pièce, enfin, moi, je l'ai pas trouvé particulièrement attachant. Pour moi, ça change vraiment beaucoup de choses. Et tout le discours dont je parlais par rapport au tout est sa faute est très atténué dans le film. Par exemple, la discussion avec sa mère, elle est déplacée à un moment un peu plus tôt dans le scénario. Et c'est plutôt une conversation sur le fait que Fanny devrait essayer de comprendre et soutenir son mari. Mais sa mère lui dit pas du tout qu'elle est responsable des errements de son mari. Donc voilà, ça m'a paru quand même être des modifications très très signifiantes. Et enfin, le film du coup ne me semble pas problématique contrairement à la pièce. Autre modification, c'est que pour le coup, le personnage de l'ami de Fanny que j'aimais bien est quasiment absent du film. Donc ça, c'était un petit regret de ma part. On a aussi des changements dans certains numéros. Ouais, alors Don't Rain on My Parade reçoit, on va dire, le traitement cinéma. C'est-à-dire que dans la pièce, quand elle chante cette chanson, elle est à la gare en train de prendre sa décision de pas prendre le train avec sa troupe, mais de prendre un autre train pour rejoindre Nick. Ici, dans le film, on la voit à la gare, puis dans ce fameux train, puis elle finit la chanson triomphante à la proue d'un bateau. Donc on a une chanson ambulante, entre guillemets, c'est-à-dire qui va de lieu en lieu par un effet de montage qui est évidemment possible uniquement au cinéma. On a aussi une notion de progression, en fait, en termes de transport de plus en plus spectaculaire, avec évidemment ce plan final sur le bateau. Et alors moi, ce que j'ai bien remarqué, parce que j'aime bien à chaque fois, c'est ce fameux travelling arrière à la toute fin, pour rendre la puissance de la voix belte sur la dernière note. C'est quelque chose qu'on trouve assez souvent au cinéma. Hein. On le trouve d'ailleurs aussi sur Before the Parade Passes By dans Hello Dolly, ou encore, je crois qu'on en avait déjà parlé, dans Good Morning Baltimore de Hairspray.
La chanson Sadie Sadie, dont on a parlé tout à l'heure, elle est également assez différente dans le film. C'était un numéro comique de Fanny au milieu de ses proches, et ça devient un solo intérieur de Fanny, donc qui est toute seule, et qui devient ensuite un duo avec Nick, où on a encore un ajout assez beau pour moi, puisque on a le couple qui s'amuse ensemble, quoi. On sent leur complicité. Alors ça, c'est pas vraiment un numéro, mais je voulais signaler qu'on voit une sortie de numéro à un moment où Fanny donc sort de scène pour venir en coulisses et apprendre que Nick s'est mis dans cette affaire de titre fictif. Et à ce moment-là, en fait, elle porte le fameux costume de Baby Snooks. Et donc ça, j'ai trouvé ça marrant comme du coup allusion directe à la carrière de Fanny Brice. Alors, retrait et ajout de chansons d'hiver, il y a beaucoup de choses à dire. My Man, Second Hand Rose et I'd Rather Be Blue sont des chansons qui ont été rajoutées parce que ce sont des chansons que Fanny Brice chantait souvent. Donc elles sont logiquement interprétées sur scène par le personnage. Il y a aussi le numéro Roller Skating Rag, qui est en fait le numéro à roller avant I'd Rather Be Blue, qui peut s'inscrire dans la tradition du numéro raté de comédie musicale, courant notamment quand le point fort de l'interprète, c'est pas la danse, mais plutôt le chant. Par exemple, Judy Garland dans Easter Parade. Mais c'est de ce numéro raté qu'elle va tirer son succès, là encore, grand ressort scénaristique classique du genre. Du côté des chansons qui ont disparu, nous avons Find Yourself a Man et Who Taught Her Everything She Knows. Donc ça fait que la mère, personnage de la mère, n'a plus aucun numéro musical. Et là on revient à ce qu'on disait dans l'épisode sur Un Américain à Paris, c'est-à-dire que souvent dans les adaptations, quand ça passe au cinéma, les films ont tendance à couper les numéros des personnages secondaires et il y a généralement moins de numéros dans les films que dans les pièces. J'aimerais vraiment analyser ça en profondeur, comprendre la raison profonde. Autre numéro qui disparaît et qui personnellement ne m'a pas manqué, c'est le fameux Rat-tat-tat. Et en remplacement de ça, on a un numéro comique de Fanny sur scène dans une parodie du Lac des Cygnes. Donc apparemment, ce sera un numéro inspiré d'un vrai numéro de Fanny Brice intitulé It's Difficult to Be Graceful. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris dans un article intitulé Fanny Brice, Barbra Streisand, The Original Funny Girl, un article de Jacqueline Nakache, qui se trouve être ma directrice de thèse, pour ceux qui ne le savent pas. Et en fait, Jacqueline Nakache remarque que dans ce numéro, on va s'appuyer sur la dimension critique de la haute culture, là encore quelque chose qui est tout à fait typique de la comédie musicale hollywoodienne. Et elle souligne également l'importance de la dimension comique dans la persona de Barbra Streisand. Elle note enfin que le comique, ici, est toujours maîtrisé. Et je pense que ça fait un peu écho à mes remarques du tout début. C'est-à-dire qu'on va pas trouver dans Funny Girl des numéros aussi ridicules que dans Ziegfeld Follies ou Everybody Sing. On veut pas à ce point-là finalement rappeler la vraie Fanny Brice, et ça vaut pour le comique comme pour la beauté. On est toujours dans une logique de l'embellissement parce qu'on veut pas la rappeler à un point que ça devienne embarrassant tout simplement. Et enfin, on a disparition des 2 solos de Fanny de la fin du 2e acte qui sont remplacés par une chanson-titre écrite pour le film qui s'appelle donc Funny Girl et puis par la chanson de Fanny Brice, My Man, qui est le grand final du film. Barbra aurait insisté pour que ce dernier numéro soit capté en direct, c'est-à-dire qu'il ne soit pas post-synchronisé, comme c'est la tradition dans la comédie musicale classique, ce qui va donner à cette scène une dimension particulièrement spontanée. En plus, elle pleure en chantant. Oui, c'est très beau, c'est très émouvant. Très, très fort. À noter que les costumes de cette version cinématographique sont de Irene Sharaff. Encore et toujours. Ouais, on a beaucoup parlé d'elle. Et Funny Girl a aussi donné une suite qui faisait partie du fameux deal de 4 films conclu par Ray Stark. Il s'agit donc de Funny Lady en 1975 où Barbra et Omar Sharif reprennent leur rôle et en fait ça va plutôt se concentrer sur la suite de la vie de Fanny Brice et notamment son 2e mariage dans la fiction parce qu'en vrai c'était son 3e mariage. Son 2e, 3e mari et donc Billy Rose ici joué par James Caan. Film avec des chansons quand même de Kander and Ebb, donc qui sont les compositeurs et lyricistes notamment de Cabaret et de Chicago, donc pas mal. Mais on peut pas vous en dire beaucoup plus parce que j'ai pas réussi à le voir et Fanny, je crois que toi non plus. Non. Pourtant on a cherché tout ça sur les sites torrent, tout ça. Chut, t'es folle, on n'a pas du tout, on a essayé d'aller acheter le DVD et on l'a pas trouvé. Pardon. Et donc on arrive à la fin de cet épisode consacré à Funny Girl. Mais avant de nous quitter, je voudrais vous rappeler qu'aura lieu le 18 décembre, le mercredi 18 décembre, à 19h, à la librairie du cinéma du Panthéon à Paris, un événement exceptionnel en partenariat avec All That Jazz.
C'est Tadam. une rencontre où vous pourrez nous rencontrer toutes les deux. En vrai, Nous allons parler de comédies musicales hollywoodiennes classiques, quoi d'autre? passer des extraits et vous convaincre d'acheter le livre de Fanny, That's Entertainment. Donc venez nous rencontrer, venez discuter avec nous de comédies musicales, venez regarder des extraits de films trop bien que vous avez peut-être déjà vus, mais c'est génial de revoir les extraits. Donc on serait ravis de vous rencontrer à cette occasion. Voilà, venez, ce sera bien. À part ça, et bien comme d'habitude, commentez, likez, partagez tout ce que vous pouvez faire autour de notre podcast. Vous pouvez nous retrouver sur à peu près toutes les applications, sur SoundCloud, sur Apple Podcasts, sur Spotify et désormais sur Deezer. Mettez-nous des petites étoiles, de préférence au nombre de 5 sur Apple Podcast avec un commentaire, ça c'est bien pour le référencement. Voilà, nous remercions nos partenaires, Tony Comedy et l'Écran Pop, et nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année puisqu'on se retrouve à la toute fin du mois, et nous vous disons à bientôt pour un nouvel épisode de All That Jazz. À bientôt.